Je tenais tout d'abord à vous remercier de me donner l'opportunité de présenter mes travaux dans ce colloque. Donc, ma présentation porte sur l'enseignement du français parlé en contexte hétéroglotte et plus précisément aux Émirats arabes unis. Donc, avec l'arrivée des approches communicatives et actionnelles, il y a eu une nécessité de proposer des documents authentiques qui présentent la langue dans ses usages réels. Néanmoins, les dialogues de manuels s'apparentent encore beaucoup à de l'écrit oralisé. Et en plus de cela, les enseignants ont des représentations de l'oral et du français parlé qui restent influencées par l'idéologie du standard, encore plus en contexte universitaire et en contexte hétéroglotte. Donc, pour mieux comprendre cette étude, il est important de connaître le contexte et je vais vous en parler tout de suite. Donc, on se situe aux Émirats arabes unis. Il s'agit d'un contexte multilingue. L'arabe dialectal est la langue maternelle de la plupart des habitants. À l'école, ils ont des cours qui sont dispensés en anglais et en arabe littéraire. Et ils apprennent l'anglais comme langue étrangère, mais voilà, ça dépend des établissements. Euh, donc, on va se placer ici en contexte universitaire pour cette étude et plus précisément à Sorbonne University Abu Dhabi, que j'appellerai maintenant Suad. Il s'agit d'un établissement semi-public, donc il est sous l'autorité administrative de l'ADEC. L'ADEC, c'est le Abu Dhabi Department of Education and Knowledge qui gère toutes les écoles privées et sous l'autorité académique de Sorbonne Université à Paris. Donc cet établissement est géré à la fois par les Émirats et par la France. Sa particularité, c'est le fait que les enseignants soient natifs. Donc le français est la langue de l'établissement. La plupart des cours sont en français, que ce soit les cours de master ou de licence. La présentation que je vais vous faire aujourd'hui, elle concerne principalement le département de français langue étrangère. Parce qu'on reçoit les étudiants pour une année préparatoire intensive en français pour ensuite les préparer à intégrer une licence dont les cours sont dispensés en français. Donc, quand ils rejoignent l'université, ils ne parlent pas un mot de français et on leur fait atteindre un niveau, enfin, on les aide à atteindre un niveau B1 à B1+, en 1 à 2 ans. Pardon, je vois que vous n'avez pas le partage du PowerPoint à distance. Euh, alors, je vais faire autrement. Est-ce que si je partage comme ça fonctionne? Là, ça devrait fonctionner, je pense. À distance, Oui. En ligne, c'est bon? c'est bon, mais alors je pense qu'il faut mettre en plein écran votre diaporama du coup, parce que ça double. Euh, attendez. Tac. Euh, et comme ça, Ah, c'est bon, hein? c'était bon? Oui, oui, c'est mieux. Oui, oui. C'est OK. D'accord. Dites-moi s'il y a un problème. Donc, je disais, oui, donc ils atteignent un niveau B1+ en 2 ans. Il s'agit principalement d'étudiants émiriens qui n'ont jamais appris le français. Donc, ils arrivent, ils apprennent le français en 9-10 mois et ils ressortent avec un niveau B1+. Ils ont un socle commun de français général et une préparation qui suit les activités orales et écrites de réception et de production. Et ils suivent la progression d'un manuel qui est l'atelier. Donc, nous avons souhaité observer quelle est la place du français parlé dans ce contexte bien particulier. Euh, voilà. Donc, notre cadre théorique est divisé en 3 parties. On parlera d'abord des représentations du français parlé dans l'enseignement. Ensuite, la place des documents authentiques oraux dans les manuels de FLE. Et on terminera par la place de la variation dans les manuels de FLE. Donc, comme Gadet l'a écrit en 2007,
Le français est historiquement représenté comme la langue unique, immuable et homogène. La langue française est valorisée au prisme de l'écrit, en suivant une norme qui est considérée comme la variété haute de la langue. Le français parlé, quant à lui, est qualifié négativement. On peut le définir par la langue employée dans les interactions quotidiennes des francophones, dans un contexte où la pression sociale est faible. Et on peut l'opposer au français surveillé qui est employé lors de situations à forte pression sociale. L'enseignement de l'oral, pour l'enseignement de l'oral, les savoirs savants et savoirs enseignés sont considérés comme des synonymes, puisque, comme vous le voyez dans la citation de la présentation, il s'agit de savoirs institués dans des normes dominantes. Le français parlé est généralement acquis lors de contacts sociaux. Euh, Avec l'arrivée de l'approche actionnelle, on a considéré l'apprenant comme un acteur social qui accomplit des tâches et qui développe des pratiques sociales de communication. Il est donc nécessaire d'exposer les apprenants à l'authenticité de la langue dans la diversité de ses usages. On va maintenant passer à la place des documents authentiques dans les manuels de FLE. Les manuels de FLE, ils occupent une position intermédiaire entre l'enseignant et l'apprenant. Chacun s'en sert de support puisque la progression est adaptée au niveau. Les documents qui sont proposés ne sont pas toujours authentiques et ne présentent pas toujours la langue telle qu'elle est employée en contexte. On définira le document authentique comme les supports reproduisant des conditions réelles de compréhension qui ont été créés par des francophones dans un but autre que l'enseignement. Et de ce fait, exposer les apprenants à la langue dans ses usages va permettre de faciliter l'acquisition de savoir et savoir-faire nécessaires pour interagir en situation réelle. Le CECRL préconise de présenter des documents authentiques en réception. Néanmoins, selon certaines études, par exemple avec Assi et Al en 2007 et Bento et Rico en 2016, on a remarqué qu'au niveau A1, il y a souvent peu ou pas de documents authentiques. Les dialogues sont basés sur de l'écrit. Ils sont rédigés en contexte et enregistrés en studio. Pour le niveau B1, il y a peu de documents authentiques et les documents authentiques qui sont présents sont souvent des écrits oralisés. Dans une étude de Vialeron et Lewis en 2014, ils ont remarqué que le débit de 3,5 syllabes par seconde présent dans le corpus de manuel ne correspondait pas à celui qui était dans les échanges authentiques, qui lui s'élevait à 4,78 syllabes par seconde. Néanmoins, Bento, dans son article de 2007, précise que quelques documents fabriqués proposent des enregistrements qui comportent des traits de variation, comme par exemple la suppression du nœud de la négation, ou bien l'emploi de nous pour utiliser un. Donc maintenant, par rapport aux variations dans les manuels de FLE, les variations du français parlé, elles sont employées selon le contexte, selon les interlocuteurs. Il en existe plusieurs. Il existe la variation phonique, par exemple, je suis. La variation morphosyntaxique pour le nœud de la négation qui est enlevé, par exemple. La variation lexicale et les spécificités qui sont propres au fonctionnement de la langue orale. Selon une étude de 2016 par Giroux et Surcouf, dans un enregistrement, ils ont étudié les enregistrements de 10 manuels de FLE et ils ont remarqué que le choix était maintenu dans 79% des cas, alors que la négation simple apparaît également dans 18% des cas, alors qu'elle apparaît dans 80% des cas dans les interactions de la vie quotidienne. De même, dans une autre étude, le choix dans deux je-le est maintenu dans 79% des cas dans les manuels, contre 35% des cas dans le corpus de natifs en situation. Pardon, j'ai fait une fausse manip. Voilà. Donc, c'est pour toutes ces raisons que nous avons tenu à nous interroger sur la place du français parlé dans notre contexte. En effet, on a un paradoxe qui va de l'importance de sélectionner des contenus enseignés qui représentent la diversité des usages,
au fait que le contexte ne permette pas d'employer le français en dehors de l'université. Nous avons donc voulu savoir quelle était la place du français parlé dans le programme d'enseignement du français langue étrangère en année préparatoire de français langue étrangère à Sorbonne à Abu Dhabi. Nous avons émis les hypothèses suivantes. Notre terrain de recherche se trouve en milieu hétéroglotte et académique. C'est un milieu dans lequel les interactions avec les natifs sont peu fréquentes en dehors de l'université. Nous supposons donc que les savoirs à enseigner et sélectionnés sont de type normatif et n'intègrent pas le français parlé. Pour faire cela, nous avons utilisé le corpus suivant. Nous avons étudié les manuels L'Atelier A2 et l'Atelier B1 aux éditions Didier, ainsi que les cahiers correspondants et la maquette d'enseignement du deuxième semestre. Ensuite, sur une grille d'analyse faite avec Excel, nous avons comptabilisé le nombre de documents en réception orale et en réception écrite afin d'évaluer la proportion orale-écrit. Ensuite, pour chaque audio, nous avons défini l'objectif de l'exercice, donc soit phonétique, soit exercice de compréhension orale, ou bien autre chose comme de la lecture de texte, de la lecture de vocabulaire. Ensuite, nous avons cherché à comptabiliser le nombre de documents authentiques et de documents fabriqués. Et enfin, nous avons voulu savoir s'il s'agissait principalement de monologues ou d'interactions. Ensuite, pour chacun des documents sonores avec pour objectif la compréhension orale, nous les avons transcrits avec avis de notes et étiquetés manuellement, afin de voir quelles étaient les variations présentes. Et enfin, nous avons fait le lien avec la maquette d'enseignement pour voir la répartition des documents audio, puisque la maquette prévoit une étude du manuel A2 entre décembre et mars, soit en 10 semaines, et du manuel B1, donc jusqu'à l'unité 5 uniquement, puisque seul le manuel B1 est étudié jusqu'à l'unité 5 comprise, entre mars et mai, donc en 7 semaines. Donc, je vais maintenant vous présenter les résultats. Donc, ces manuels sont destinés aux grands adolescents et adultes. Ils ne sont pas spécifiques à un public arabophone. On a une mission qui est proposée par unité, donc on se situe bien dans l'approche actionnelle. Et à la fin de chaque manuel, on a un livret de phonétique et les transcriptions des documents sonores qui sont présentés. Néanmoins, les transcriptions ne mettent pas en lumière les variations. Seules quelques variations morphosyntaxiques apparaissent, mais c'est relativement irrégulier. Pardon. Donc, pour nos résultats, on va commencer par décrire les documents sonores du corpus. Ensuite, je démontrerai qu'il s'agit d'une exposition progressive à l'authenticité de la langue. Et enfin, je ferai le lien entre la maquette d'enseignement et le contexte. Donc, pour commencer, au niveau de la proportion entre les activités de réception orale et écrite, dans le manuel A2, on voit que l'écrit prévaut avec 54% d'exercices de compréhension écrite contre 46% d'exercices de compréhension orale. Pour le cahier A2, c'est quasi égal. Et pour le manuel B1, on a une prévalence de l'écrit avec 53,8% contre 42,2%. Et c'est l'inverse pour le cahier B1, on a plus de compréhension orale que de compréhension écrite. Mais voilà, ça se joue à très peu, encore une fois. Les objectifs des documents sonores pour le manuel A2, c'est principalement de la compréhension orale à 44,2%. Et ensuite, nous avons 37,5% d'activité de phonétique. Et tout le reste, ça comprend des exercices de grammaire, exercices de vocabulaire, également des mémos de vocabulaire avec les mots de vocabulaire qui sont lus. Pour le cahier A2, pardon, le manuel et le cahier B1, ils proposent une majorité de documents qui ont pour objectif la phonétique. Donc, on a 44,9% de documents qui sont pour la phonétique pour le cahier A2, contre plus de 50% pour les manuels et cahiers de niveau B1. Ensuite, au niveau des types de documents. Pour les cahiers A2 et B1, les documents sonores qui ont pour objectif la compréhension orale sont uniquement des documents fabriqués. Pour le manuel A2, on a 56,5% de documents fabriqués
Et la tendance s'inverse pour le manuel B1, puisqu'on a 79,2% de documents authentiques. Et ces documents authentiques proviennent majoritairement de chaînes radio françaises, comme par exemple France Inter. Et la plupart des documents sonores présentent des monologues et non pas des interactions. Pour continuer, on a une exposition progressive à l'authenticité de la langue avec une intégration progressive des documents authentiques. Comme vous pouvez le voir au niveau A2, pour les unités 0, 1 et 2, on n'a que des documents fabriqués. Et progressivement, les documents authentiques sont intégrés pour avoir l'unité 0 du niveau B1 qui est uniquement composée de documents authentiques. Et pour le B1, on a environ 2/3 des documents qui sont des documents authentiques. Donc ça nous montre bien une exposition qui est progressive. Les documents qui sont fabriqués présentent néanmoins quelques traits du français parlé. Par exemple, l'élision du choix, le on qui est utilisé pour nous, et les ponctions à, bon et les hésitations en e. Selon Paternostro, dans son article de 2022, il avait classé les variations par niveau et on voit que ces variations-là tombent dans celle de niveau A2. La deuxième moitié de l'ouvrage A2, dans les documents sonores, les variations sont situées dans le niveau A2-B1 selon la grille de Paternostro dans l'article de 2022. Pour le manuel B1, on a des variations supplémentaires, par exemple les dislocations, les assimilations de type maintenant pour maintenant et par exemple fonction quand même. Donc c'est la même chose, ça nous montre une exposition progressive aux variations du français parlé en lien avec le niveau et ça fait un lien avec la norme pédagogique de Waldman. Donc la norme pédagogique de Waldman, elle repose sur 3 critères. Le premier critère, c'est refléter le comportement observable des locuteurs. Le deuxième, être approprié pour les alloglottes. Et le troisième, acquisitionnel, donc être adapté au niveau des apprenants. Et ces variations sont bien adaptées au niveau, on voit vraiment la progression dans les variations qui sont proposées. Je vais maintenant faire le lien entre la maquette d'enseignement et le contexte. Donc, dans la maquette d'enseignement, il y a un document audio et un document vidéo qui ont été enlevés par rapport à la présentation que j'ai faite. Donc, la proportion entre documents authentiques et fabriqués n'est pas la même. La maquette d'enseignement a un découpage horaire qui montre la prévalence de l'écrit. Donc, nous avons 3h30 qui sont composées de compréhension écrite et production écrite contre 2h30 dédiées à l'oral. Donc, quand on parle d'oral, on parle de compréhension orale et production orale. Il y a 1h30 spécifiquement dédiée à la grammaire, donc ce qui nous montre une vision normative de la langue. La maquette d'enseignement, elle préconise de travailler tous les audios du manuel et du cahier A2, sauf les vidéos. Pour le manuel B1, comme je l'ai dit, il y a un document audio et un document vidéo qui ont été enlevés. Donc, la répartition des documents sonores, pardon, c'est la suivante. Donc, toujours pour les cahiers, on a 100% de documents fabriqués. Mais pour les manuels, nous avons 68,4% de documents fabriqués pour le A2 contre 22,7% pour l'atelier B1. Donc, sur le total des documents sonores qui doivent être étudiés au deuxième semestre, au final, seuls 27,9% sont authentiques. Donc, les documents audio qui sont attribués également à certains cours. Donc, certains documents audio sont attribués à des cours de français général et d'autres à des cours de compréhension orale. Le calcul de la proportion entre documents authentiques exploités en cours de compréhension orale est de 9,4%, donc soit 1/3 des documents authentiques. Dans ce cas, nous supposons que les cours de compréhension orale n'ont pas pour objectif de sensibiliser les apprenants à une compréhension autonome du français tel qu'il est parlé dans les situations de la vie quotidienne, mais plutôt à les préparer aux examens. En effet, les exercices qui accompagnent les documents sonores ressemblent beaucoup à ceux de l'examen final,
qui est composé de questions ouvertes, QCM et vrai-faux avec justification. Néanmoins, nous pouvons nous demander si cette exposition à des documents sonores créés à partir de l'écrit n'accentue pas l'insécurité linguistique des apprenants. En effet, en étant en contexte hétéroglotte, les apprenants ne sont pas confrontés aux usages réels de la langue, ils en ont une vision idéalisée. Donc cette proportion-là entre documents authentiques et documents fabriqués a peut-être un impact justement sur l'insécurité linguistique des apprenants. Euh, donc, pour finir, cette étude factuelle donne la place du français parlé dans le document institutionnel qui est la maquette, mais ne nous indique pas si elle est suivie à la lettre par les enseignants. En effet, les enseignants peuvent choisir. En réalité, ils ne suivent peut-être pas exactement la maquette, peut-être qu'ils proposent plus de documents authentiques. Il serait donc peut-être intéressant de proposer, de mener des entretiens avec les enseignants, ce qui pourrait permettre d'accéder à la réalité des pratiques. Et pour finir, je vous partage la bibliographie. Je suis désolée, c'est un petit peu petit, mais je peux partager mon support de présentation. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne? Alors, je m'en donne une. Peut-être une demande d'explicitation. À vrai dire, si on se pose la question du contexte, et on l'a montré ce matin, quels sont leurs besoins à nos étudiants? Parce que, enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une vraie question de savoir qu'est-ce que des étudiants à Abu Dhabi attendent et quels sont réellement leurs besoins. Est-ce que c'est par leur pure francophilie ou est-ce qu'effectivement il y a une demande de... Voilà, je vous laisse répondre. En fait, on est dans un contexte bien particulier puisque les étudiants émiriens reçoivent une bourse pour pouvoir venir étudier à l'université. Leur objectif par rapport aux études, c'est d'obtenir un diplôme. C'est pas forcément d'obtenir le travail de leur rêve. Ils apprennent le français parce que c'est bien d'apprendre le français, pas forcément pour l'utiliser. En revanche, euh, étant donné que les cours étaient quand même beaucoup basés sur un français standard, cette année, j'ai proposé un atelier français parlé. Et il a été rempli très très rapidement en 15 minutes. Donc on voit vraiment qu'il y a un engouement pour l'apprentissage de la langue telle qu'elle est parlée. Donc ils sont intéressés, même si ils se disent que peut-être ils ne l'utiliseront pas plus tard. Ils veulent, il y a un intérêt. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, oui, c'est intéressant parce que forcément il y a un lien. C'est-à-dire que si c'est un pur amour de la littérature française, à la limite, le français parlé, on s'en fiche. Et si effectivement il y a une volonté de parler. Donc, une question de Roberto Paternoster. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai trouvé très intéressant de découvrir l'architecture pédagogique et un peu l'arrière-cuisine qu'il y a derrière ces méthodes et puis la construction de vos cours à la Sorbonne University à Abu Dhabi. J'ai comme la sensation, c'est pas, enfin, c'est pas contre vous ce que je vais dire, mais j'ai comme la sensation que là, il y a un peu un effet de reconstitution de la chercheure, c'est-à-dire que je me demande dans quelle mesure tout ça a vraiment été réfléchi en amont, ou si c'est juste, voilà, le fait de le reconstituer post-hoc et de se dire, voilà, il y a une certaine cohérence qui semble apparaître dans le dispositif, ce qui est plutôt bien, hein. Mais je me pose une question supplémentaire, c'est en fait si vous avez essayé de caractériser d'un point de vue de l'oralité justement les échantillons de langue qui sont proposés. Parce que une chose c'est de dire voilà la proportion de compréhension orale, voilà la proportion de documents authentiques. Or, derrière les documents authentiques, il me semble que vous avez dit tout à l'heure que souvent c'est des émissions de France Inter qui sont proposées.
Si la plupart des extraits de compréhension orale, ce sont des émissions de France Inter, on sera confronté quand même à des extraits assez homogènes, on va dire, pas très diversifiés, et qui reprennent certains aspects du français parlé dans certains contextes, mais pas une palette diversifiée un peu plus grande. Donc, il me semble que face à une certaine cohérence qui peut être induite de cette analyse, il faudrait peut-être s'interroger sur la pertinence en fait des extraits choisis par rapport à ce qu'on définit français parlé. Oui, tout à fait. Euh, j'ai remarqué avec les transcriptions que la place des variations, il y avait au début, il y avait très peu de variations et petit à petit, il y avait de plus en plus de variations, même s'il s'agissait de documents authentiques. Mais vous avez raison, les documents audio étaient relativement homogènes. Par exemple, il n'y a pas de documents audio avec des enfants qui parlent, par exemple, ou on a un audio avec une personne âgée. Mais voilà, au niveau de la variation diatopique, c'est pareil, c'est le français de France. Donc, ça reste relativement homogène. Voilà. Il y a une autre question en ligne. Oui. Alors, je m'en donne une petite dernière. Quand vous parlez d'observer la place de la variation dans les documents, euh, il y a peut-être aussi une réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on entend par variation, c'est-à-dire pas tomber dans des clichés, c'est-à-dire par exemple dire il y a plus de on que de nous, c'est quand même très réducteur de la variation. Enfin, je me dis que ça pourrait vraiment valoir le coup d'essayer d'aller encore plus loin et pas simplement être sur des indicateurs chute ou pas du choix ou ce genre de choses, mais d'aller peut-être je ne sais pas si c'est ce que vous envisagez, mais parce que sinon, vous risquez de passer à côté de votre objectif si vous restez dans des pré-catégorisations simples, finalement. Oui. Ce que j'ai remarqué aussi et que je n'ai pas précisé dans la présentation, c'est que la variation est là. Alors, quand je parle de variation diaphasique, tout ce qui change selon la situation ou le contexte. Et, euh, et j'ai remarqué, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, j'ai perdu ce que je voulais dire, pardon. Non. Désolée. Il est tard à Abu Dhabi, c'est pour ça, désolée. Bon, bah, Désolée. on vous remercie beaucoup en tout cas.